C'est le débat des vraies voix, le premier débat des vraies voix. 17h30, le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui dure depuis 6 mois. Une journée qui est également marquée aujourd'hui, mercredi 24 août, par les 31 ans de l'indépendance ukrainienne. Après des premières offensives étincelantes, la guerre s'est enlisée. Dans une interview accordée au magazine Express, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme qu'il compte bien récupérer l'ensemble des territoires de son pays. Ukraine, Russie, craignez-vous le début d'un conflit plus large? Vous êtes plutôt pessimiste sur les réseaux sociaux puisque vous dites oui à 67%. Vous continuez de voter évidemment et puis vous nous appelez, on va vous entendre dans quelques instants. 0826 300 300. On en débat avec Lamia El Harraj, Jérémy Stubbs, Emery Guisset et Gérard Vespierre qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Gérard Vespierre, analyste géopolitique, fondateur du site Le Monde. Décrypté quand Zelensky affirme qu'il compte récupérer l'ensemble des territoires de l'Ukraine. C'est dans la communication qu'il continue de faire comme il fait depuis plusieurs semaines ou il sent qu'il y avait un vrai problème avec la Russie qui risque de s'enliser encore plus et qui pourrait peut-être négocier d'une façon plus active? Écoutez, à partir du moment où il y a ce genre de propos, effectivement, il y a de la communication, mais il y a aussi une posture qui indique que des négociations sont proches ou sont déjà en cours. C'est-à-dire que l'on dit à l'adversaire, eh bien, ce que tu as pris, je vais te le reprendre. Donc, il est plutôt temps pour toi de négocier maintenant. Et d'autant plus qu'après la dynamique des 5 premières semaines, première phase de la guerre, on a eu une deuxième phase avec le repli et donc les attaques russes pour compléter la conquête du Donbass qui n'a pas été achevée. Et maintenant, on est dans une troisième phase de drôle de guerre, si on peut faire ce parallèle. Donc, voyez-vous, effectivement, l'intensité du conflit diminue. Ouais, alors c'est vrai que c'est la question que beaucoup se posent depuis que la guerre en Ukraine s'enlise, c'est est-ce que ça peut aboutir à un conflit plus large? On parle de troisième guerre mondiale, on a vu, vous en parlez Lamia, les tensions entre la Chine, les États-Unis, Taïwan, ça a failli déraper il y a quelques semaines. On parle aussi de on parle aussi de l'Iran et de l'accord sur le nucléaire. On sent qu'on est sur une espèce de poudrière et que ça, pardonnez-moi l'expression, et que ça risque de péter d'un instant à l'autre, Gérard Vespierre. Il y a 4 arcs de crise dans le monde, voyez-vous. Il y a l'arc de crise en mer de Chine, vous l'avez fait référence. Nous avons l'arc de crise à la frontière occidentale russe, nous le vivons. Il y a l'arc de crise, vous en l'avez évoqué, au Moyen-Orient. Et le 4e, c'est le Sahel. Eh bien, effectivement, il faut que nous nous habituions à ce qu'il y ait des tensions, mais des tensions ne veut pas dire forcément des frictions extrêmes ou des développements de guerre. Mais il y aura forcément, effectivement, dans ces zones de fracture, eh bien, des tensions extrêmes entre les différents partis. Bon, je reviens dans un instant vers vous, Gérard Vespierre. J'aimerais faire réagir nos vraies voix, Lamia El Harraj. Est-ce que vous partagez l'optimisme entre guillemets de Gérard Vespierre alors que tout le monde dit que une troisième guerre mondiale est à la porte? Alors je ne sais pas si une troisième guerre mondiale est à la porte, mais ce que je constate et je partage ce qui a été évoqué, c'est qu'il y a des situations de tension qui se multiplient à travers le monde. Et pour le coup, c'est aussi ce qu'a dit Emmanuel Macron dans son propos liminaire avant le Conseil des ministres ce matin, c'est qu'on a une situation internationale aujourd'hui qui dérape de plus en plus. Et là où on s'était quelque part, entre guillemets, habitué à ce que les valeurs des droits de l'homme, des valeurs internationalistes assez fortes, notamment en Europe, soient portées, on se rend compte qu'elles sont extrêmement fragiles et qu'il y a une nécessité de les entretenir en fait, et de les protéger. Donc on a de plus en plus de régimes autocratiques qui se mettent en place, de plus en plus durs, avec des lignes de friction très fortes. Donc il y a une inquiétude qui est la mienne. Je ne pense pas et je n'espère pas qu'on aille vers une troisième guerre mondiale. Cependant, il y a quand même un risque qui est assez important. Quand vous voyez la Russie aujourd'hui qui occupe une des centrales nucléaires les plus importantes d'Europe, et ce sans aucun scrupule et en faisant peser une menace qui est très concrète. C'est-à-dire que s'il y a le moindre problème sur cette centrale nucléaire, je crois qu'elle est 6 fois plus grosse que celle de Tchernobyl.
je crois qu'on a quelques frayeurs à avoir. Donc non, moi je suis pas très optimiste. Pour autant, je suis pas au stade de dire qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Alors, Aymeric Guisset, juste après Jérémy Stubb. Aymeric. Oui, il faut regarder à l'échelle plus globale. On ne peut pas exclure une escalade dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ça serait assez audacieux de dire il ne se passera rien. Néanmoins, le scénario d'une guerre mondiale est plutôt à craindre entre une rivalité entre les États-Unis et la Chine pour le leadership mondial qu'à travers le conflit ukrainien. On ne peut pas l'exclure parce que les jeux d'alliance, de tension pourraient justement faire transférer le conflit Chine-USA au sein de ce conflit-là. Ensuite, sur le cas concret de l'Ukraine, la déclaration de Zelensky est intéressante. C'est-à-dire que lui se pose dans une posture où il veut récupérer l'entièreté des territoires et récupérer la souveraineté de son pays. On peut dire c'est normal. Mais en fait, ça va être très compliqué dans les faits, parce que quand vous regardez la stratégie de Vladimir Poutine, dans les territoires qui sont occupés ou conquis du côté ou déclarés indépendants, ça dépend de quel point de vue on le voit, du côté russe, en fait, vous avez une stratégie de repopulation et de remplacement de la population. C'est-à-dire que les populations qui étaient pro-européennes, pro-ukrainiennes, ont pris la fuite, et vous avez un phénomène de remplacement. Il reste en fait que des populations pro-russes qui soit sont indépendantes, soit des arrivées de populations russes, soit la dernière astuce est de nationaliser les populations en leur donnant la nationalité russe. Donc en fait, vous avez tous des territoires qui, même si vous reprenez par la force le contrôle de ces territoires, vous aurez l'hostilité de la population. Donc on va vraisemblablement vers un enlisement, une troisième phase, d'autant que là vous rentrez dans l'hiver, et ce que disaient les spécialistes pour expliquer pourquoi Vladimir Poutine avait attendu avant d'envoyer les chars, c'est qu'en fait l'automne et l'hiver russo-ukrainien, en fait les plaines sont impraticables pour les chars, que vous vous enfoncez, vous enlisez, vous pouvez pas avancer. Donc vraisemblablement on risque d'avoir peut-être une période d'accalmie, et ce que disait votre intervenant est très juste, une forme de drôle de guerre, avec une guerre plutôt de position, alors qu'on était dans une guerre de mouvement et de déplacement jusqu'à présent. Et ensuite, qui va être la prochaine étape? Est-ce qu'on va aller vers des négociations? Est-ce qu'on va aller vers une recrudescence des tensions quand le climat le permettra? Et ensuite, le dernier point, c'est l'alignement des intérêts entre les différents acteurs. Zelensky veut récupérer tout son territoire. Est-ce que les Européens veulent permettre à l'Ukraine de récupérer tout son territoire ou pas? C'est pas la même stratégie, et ça, on le sait pas. Est-ce que les Européens veulent gagner la paix en créant de nouveaux accords de Minsk, ou est-ce que les Européens et les Américains vont fournir suffisamment d'aide à l'Ukraine pour permettre la reconquête de l'ensemble du territoire? Et là-dessus, on ne connaît pas la position ni des Européens ni des Américains, et c'est là où on peut s'interroger. Si je peux juste me permettre 3 milliards de dollars débloqués par les États-Unis pour l'Ukraine et pour leur permettre d'acheter de l'armement. Donc a priori. Je vous donne la parole dans un instant, Jérémy. Juste, Gérard Vespierre, quels sont en quelques mots les différents scénarios possible, crédible entre la Russie et l'Ukraine? Ah, ça c'est difficile comme question, parce qu'il peut y avoir différents scénarios, mais il y en a un seul crédible, celui qui se déroulera, n'est-ce pas? Oui. Donc, bien malin qui quand on a un Vladimir Poutine, par exemple, qui explique que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Oui, ça relève du même acabit de déclaration que ce que Zelensky dit en disant je veux reconquérir tout mon territoire. Mais il y a la volonté, et puis ensuite il y a les moyens de la volonté. Alors effectivement, l'OTAN dans son ensemble peut fournir des moyens, mais pour reconquérir les territoires conquis, il faut aligner 2 fois plus de soldats que la Russie n'a accumulé de troupes dans les territoires occupés, si vous voulez gagner, n'est-ce pas? Et donc là, on arrive à des schémas militaires concrets, chiffrés, qui frisent l'impossible. Donc il y a volonté, mais il n'y aura forcément pas les moyens humains, même si les États-Unis, l'Allemagne, la France donnent des moyens matériels militaires de premier niveau de performance. Après, il faut conquérir le sol. Et là, c'est une autre paire de manches, si vous me permettez l'expression. Jérémy Stubb, on vous a pas entendu, Jérémy. Oui. Sur ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, Oui, craindre, c'est salutaire dans la vie, parce qu'il y a beaucoup de choses à craindre. Mais en ce moment, un élargissement du conflit, ce n'est pas ce qu'il y a de plus à craindre, parce que déjà, la Russie n'est pas en mesure d'élargir le conflit au-delà des frontières qui existent déjà. Et en Occident, on n'a absolument pas la volonté de le faire. Les Russes ont perdu, selon les estimations occidentales, entre 70 et 80 000 soldats. Ils ont beaucoup de mal à en recruter d'autres. Donc, Vladimir Poutine, apparemment,
n'ose pas décréter la mobilisation générale. Donc, on parlait il y a quelques mois de la possibilité que la Russie s'attaque aux pays baltes ou à Pologne. Elle n'est pas du tout en mesure de le faire. En même temps, nous avons reçu un sacré avertissement. Nous avons déjà parlé, il me semble, de Gaulle et du mauvais exemple de Daladier, il me semble. C'est un moment où on se réveille et on se dit, tiens, il ne faut pas négliger l'aspect militaire des choses. Ouais. Et c'est là où il y a urgence en Europe de s'organiser, non pas pour un élargissement du conflit demain ou après-demain, mais quand même pour un conflit éventuel un jour. Donc là, il est salutaire de craindre. Ouais. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. On va poursuivre le débat dans quelques instants avec Lamia El Harraj, Jérémy Stubbs qu'on vient d'entendre, Aymeric Guisset, Gérard Respierre. Vous restez avec nous, analyste géopolitique et fondateur du site Le Monde Décrypté. On vous pose cette question. Ukraine-Russie, craignez-vous le début d'un conflit plus large? Vous dites oui à 67% sur le compte Twitter de Sud Radio. On vous retrouve dans un instant 0826 300 300 pour débattre avec nous. À tout de suite. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Jérémy Stubbs, Aymeric Guisset, Lamia El Harraj qui est avec nous. Ce sont nos vraies voix ce soir et notre premier débat. Ukraine-Russie, craignez-vous le début d'un conflit plus large? C'est la question que l'on vous pose d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Vous dites oui à 67%. Gérard Respierre qui est avec nous, analyste géopolitique et fondateur du site Le Monde Décrypté. Puis on vous attend évidemment au 0826 300 300 pour débattre avec nous. Christian qui nous appelle du Val-de-Marne est là normalement. Bonsoir Christian. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle de Luxeuil, où je fais vacances en Haute-Saône. D'accord, très bien. Vous êtes du Val-de-Marne, mais en vacances. Bon, c'est la fin des vacances donc pour vous, Christian? Non, pas encore. Je suis retraité, donc je suis en vacances à Longueur. Un peu tout le temps, d'accord, ok. Très bien. Alors, on vous écoute, Christian. Écoutez, je vais essayer de concentrer parce que j'ai pas mal de choses à dire et il n'y a pas que moi qui parle. À défaut d'un conflit armé généralisé, on peut dans un premier temps imaginer les BRICS auxquels on ajouterait l'Iran, l'Indonésie et éventuellement la Turquie, qui ferait sécession contre l'Occident en mettant en place une contre-société anti-occidentale. C'est pas forcément du militaire. Il faut quand même savoir que quand on fait la somme de la population de tous ces pays, BRICS, Iran, Indonésie, Turquie, on est largement au-delà de la moitié de la population mondiale, qui n'en a strictement rien à faire de ce qui se passe en Ukraine. Il faut savoir que l'Inde ne dit rien, donc silence complaisant égale approbation secrète. Je pense que les Occidentaux sont peut-être un petit peu trop sûrs d'eux sur l'issue de ce qui va se passer. Alors, on pourrait remonter le passé. Moi, j'ai remonté un peu le passé depuis la création de l'OTAN, qui était une organisation défensive au départ et qui est devenue un instrument d'attaque. Ouais. En 1955, l'Allemagne rejoint l'OTAN, le pacte de Varsovie est créé une semaine plus tard. Je vous la joue courte. Je me rappelle des déclarations de James Baker, secrétaire d'État de George Bush père, et de Helmut Kohl auprès de Mikhail Gorbatchev, en lui promettant qu'il n'y aura aucune extension de l'OTAN à l'Est. Depuis, 14 pays ont rejoint l'OTAN. Bien. Alors, je crois qu'il faut se rappeler du discours de M. Poutine du 11 février 2007 à la conférence de Munich. Je me souviens que Mme Angela Merkel était verte. Elle était très, très, très inquiète. On n'a pas tenu compte de ce discours. Alors, si vous voulez, c'est un peu le coup de la coulée. Le coup de la coulée là. Je ne suis pas du tout communiste. J'ai trop souffert de la dictature des organisations d'extrême gauche quand j'étais étudiant à Nanterre il y a 45 ans. Je ne suis pas du tout communiste. Mais je trouve que l'attitude de M. Poutine est parfaitement cohérente. Ce qu'il fait aux Ukrainiens actuellement, c'est ce que Winston Churchill a fait aux Allemands lors du bombardement de Dresde. Alors, on va poser la question à faire agir de vraies voix dans un instant. Je vois que Jérémy Stubbs n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Gérard Respierre, qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Christian, pas si incohérent que ça, Vladimir Poutine, qui avait prévenu l'Europe? Comparer Dresde à Kiev m'inquiète au plus haut point. Parce que là, vous avez entre la Russie
Russie et l'Ukraine une évidente proximité historique, aussi d'origine des peuples et d'histoire, que vous n'avez pas avec une Allemagne nazie par rapport au reste du monde, n'est-ce pas? Donc il y a une très belle phrase très courte et philosophique sur laquelle j'aurais terminé en disant « comparaison n'est pas raison ». Oui, Christian, oui. Ça ne tient pas debout pour dire les choses plus directement. Ouais. Christian, non, oui. non, mais attendez, je crois qu'à Dresde, il n'y avait pas que des nazis. Hein. Il faut pas, je ne suis pas du tout nazi. Hein. Non, monsieur, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'une guerre, n'est-ce pas? Il s'agit d'une guerre. Donc, on bombardait l'Allemagne nazie, voilà, c'est tout. Donc, c'était une guerre contre l'Allemagne nazie. On ne faisait pas la guerre à Dresde, on ne faisait pas la guerre aux Allemands historiques, on faisait la guerre à l'Allemagne nazie. Et donc, voilà, malheureusement, mais quelques années après, eh bien, voilà, on a construit l'Europe avec ces mêmes Allemands. Oui, mais alors finalement, Jérémy Stubbs, est-ce qu'il a raison, Christian? Est-ce que l'Europe n'a pas été prévenue depuis quelque temps sur un Vladimir Poutine qui disait attention, il y a de plus en plus de pays qui rejoignent l'OTAN ou qui peuvent être accueillis par l'OTAN et qui se sentaient menacés, Vladimir Poutine. Oui, c'est un débat qu'on a là depuis un certain temps. Ouais. Et je pense que la réponse c'est que Vladimir Poutine a toujours été mal intentionné à notre égard. Mais ce qui est important dans ce que disait Christian, me semble-t-il, c'est que maintenant, il faut regarder le monde en entier. On sait qu'il se dessine deux nouveaux blocs, en quelque sorte, les démocraties d'un côté et puis des régimes autoritaires de l'autre. Ouais. Et il a raison, il faut qu'on prenne garde ici, parce que on ne voudrait pas que tous ces régimes autoritaires tombent tellement d'accord que ça constitue une menace permanente. Et c'est d'abord une question de diplomatie. Il faut essayer de leur donner assez de gages et assez mais en même temps, il faut le dire que on a vu M. Biden en Arabie Saoudite récemment. On est obligé, nous, pour empêcher le pire, de faire ménage parfois avec des dictateurs. Et là, c'est quelque chose de dangereux, mais d'inévitable. Aymeric Guisset, juste après, un dernier mot avec l'ami à la rage. Aymeric, sur tout ce qui a été dit, y compris sur l'analyse de Christian. À l'échelle du monde, vous avez actuellement une rivalité entre les démocraties et les autocraties. Et le pôle le plus structurant, le vrai défi du siècle, c'est la concurrence entre la Chine et les États-Unis. Savoir finalement quelle puissance va être la première puissance mondiale d'ici 2050. C'est le vrai enjeu pour savoir finalement, est-ce qu'il y aura un changement des institutions internationales? Est-ce qu'on va vivre dans un ordre mondial différent qui sera plutôt dicté par les Chinois, les BRICS? Ou est-ce que les Américains, le monde occidental va garder cette forme d'hégémonie? Hégémonie vraisemblablement non, mais est-ce qu'on va vers un duopole ou est-ce que vraiment la Chine va passer devant et imposer son modèle? Une fois qu'on a placé ce contexte, on s'aperçoit que les intérêts des Américains ne sont pas forcément les intérêts des Européens. L'intérêt des Américains, c'est plutôt d'avoir le maximum d'alliés pour pouvoir jouer cette concurrence face à la Chine et ne pas avoir de déclassement. Est-ce que l'intérêt des Européens est de suivre à tout va les intérêts des Américains? Ça se discute. Je pense que plutôt les Européens doivent construire une alternative entre le bloc américain et le bloc chinois pour construire un bloc européen autonome en termes de défense, donc ce qui nécessite de prendre ses distances avec l'OTAN pour construire plutôt un OTAN européen ou avoir un système de défense européen ou français pour l'Europe. La France est la seule puissance maintenant dans l'UE qui a une véritable armée, qui a les moyens de défendre l'Europe. Plutôt sur cette voie-là. Et nécessairement, pour défendre ses propres intérêts, l'Europe ne pourra pas rester alignée avec les intérêts des États-Unis. Lamia. Je pense qu'il faut faire attention dans ce qu'on dit à ne pas inverser la charge de la responsabilité, notamment sur la question de l'OTAN. La responsabilité n'est pas du côté des pays qui souhaitent rejoindre l'OTAN pour améliorer leur capacité de défense, mais plutôt Vladimir Poutine et la Russie qui a voulu envahir l'Ukraine. C'est pas la première fois par ailleurs que ça arrive. L'histoire entre l'Ukraine et la Russie est marquée quand même par un certain nombre de conflits assez importants et par un certain nombre de crises aussi assez importantes. Donc il faut faire attention à ça. Là où en revanche, moi je rejoins ce qui a pu être dit, c'est que on est aujourd'hui dans un système où les valeurs ont tendance, pas du tout vocation, ont tendance à
être inversée. Sur l'hégémonie aujourd'hui qui est celle de grandes puissances ou d'ailleurs de pays qui ne sont pas des grandes puissances mais où on est sur des régimes très autoritaires, voire dictatoriaux, ça pose un certain nombre d'interrogations quant aux valeurs qui sont les nôtres. Moi, je ne mettrais pas, je vous rejoins là-dessus, je ne mettrais pas les États-Unis et l'Europe dans un même bloc, parce que je crois que nos intérêts ne sont pas tout à fait les mêmes, même si c'est un allié extrêmement important, voire primordial. Pour autant, nous, on a toujours défendu, pour le coup, au sein du Parti socialiste et avec un certain nombre de républicains, dans le sens république du terme, une Europe de la défense. Ça devient absolument indispensable. Et on le voit bien aujourd'hui. L'Europe de la défense, c'est la prochaine étape dans la construction européenne. Et il faut qu'on soit impérativement dans une Europe plus forte et en capacité de se défendre, de défendre ses intérêts. On l'a aussi vu aujourd'hui sur la crise énergétique, où l'Europe a été en capacité de négocier et de pallier un certain nombre de problématiques. Dernier exemple, pas plus tard que l'année dernière, au moment des achats de vaccins, c'est l'Europe qui a été la force négociatrice vis-à-vis des grands laboratoires sur la capacité à équiper l'Europe d'un vaccin performant contre le Covid. Donc je crois qu'aujourd'hui tout passe par l'Europe et qu'il est temps de renforcer la construction européenne. Merci à Christian, merci Christian d'avoir débattu avec nous. Merci à Gérard Vespierre, aussi analyste géopolitique, fondateur du site Le Monde Décrypté. Allez, je vous propose tout de suite. Merci Gérard Vespierre. À bientôt dans Les Vraies Voix, j'espère. On joue tout de suite au Roi de l'Info.